Elle va répondre à des questions, ou en tout cas, je vais lui poser quelques questions pour qu'elle puisse exprimer quel a été son rôle de militante. Oui, ça, d'accord. Merci, c'est parfait. Je coupe. D'accord. Bon, en Argentine, il y avait une loi qui acceptait l'avortement en cas de viol ou en cas de santé, de problèmes de santé de la mère ou de l'enfant. Mais vraiment, dans la pratique, cela n'arrivait jamais. Oui, il n'y avait pas d'avortement en cas de viol. Et dans les dernières années, il y a eu des cas d'enfants de grossesse d'enfants de 11 ans obligés à avoir leur bébé. Oui. Et donc, les propositions d'une loi pour un IVG ont commencé en 2005, et après un grand travail de la campagne pour l'avortement, pour le droit à l'avortement légal. Et c'était disons, une grande équipe qui incorporait différents collectifs, et la plupart féministes, mais il y avait aussi des partis politiques. Oui. Et donc, ce groupe a travaillé et a proposé 7 projets de loi, dont le 7e est le plus important, qui est celui qui a, disons, pris de l'importance en 2018, et qui a presque, il a été presque voté, il a été voté par l'Assemblée des députés, mais dans la partie des sénateurs, le projet de loi a été bloqué. Puis, une 8e fois, on a proposé en 2019, fin 2019, le projet de loi qui a été partagé par disons, le gouvernement qui est en ce moment. Donc, la loi et le projet de loi a finalement été voté en 2020. Oui. Mais donc, le processus a été très long, et les avortements illégaux sont un classique de notre République. Oui. Et je ne sais pas si tu veux expliquer d'autres choses du point de vue du cadre de cette loi, ou si tu veux nous expliquer un peu quelle était l'idée à l'origine des Poetas por el derecho al aborto legal. Comment les différents groupes de militantes se sont organisés autour de ce projet de loi? Le 7e projet, en 2008, a été très, très débattu, c'est bien, disons, avec une défense pour ou contre de l'avortement par différents secteurs, des médecins, des sociologues, anthropologues, des ados, oui, tous les aspects les parties de la société avaient une voix là, au Congrès, disons. Et dans la rue, surtout les femmes
était autour de l'Assemblée. C'est très, très émotif parce que ça a été un peu, comment dire, spontané. Oui, tout le monde allait là et se rencontrait. Et donc là, on a commencé à tout le monde à employer le petit drapeau, oui, le foulard vert avec l'inscription de la campagne. Et donc, il y avait des petits tarimas, scènes, je ne sais pas, un peu improvisées avec des micros pour dire ce qu'on pensait, oui, et surtout organisé par la campagne, oui, le groupe le plus important qui avait introduit le projet. Et l'une des participantes de la campagne, qui est Alicia Gutiérrez, María Alicia Gutiérrez, a organisé une lecture des poètes qui étaient là, oui, un peu improvisé. Et on a commencé à lire tous les mardis où on faisait le débat. Et des fois, on faisait des photos, mais aussi les sociologues faisaient la même chose. Oui, tout le monde se rencontrait pour être pour et employer s'habiller en vert et prenait des photos et inondait les réseaux sociaux. Mais ce qui était important, c'était d'aller là, au congrès, à la porte du congrès, comme vous avez là. Celle-ci est la première photo qu'on a fait. Et bon, là, il y a beaucoup d'amis. Et il y a eu les grandes jours. Donc, on lisait toutes les semaines. Et après, on était 50 poètes qui venaient de lire et on organisait d'autres lectures qui se faisaient pas seulement le mardi. Vous voyez, le mardi, c'était le jour du congrès, mais après, on faisait des lectures dans d'autres endroits, ou fermés, disons, dans un centre culturel, où on le faisait avec des débats, tout cela, ou on le faisait dans d'autres places, parcs. Oui. Et on avait, comme vous avez vu, on avait des grands drapeaux, oui, et on marchait beaucoup et on inondait les rues. Et après, juste avant de la votation de la première, en 2018, quand on a, c'était la votation des députés, on a imprimé ce livre, oui, Martes Verde, Mardi Vert, pour qu'il y ait de l'argent pour la campagne, oui, parce que vraiment, ce sont des groupes qui n'ont pas, disons, ils avaient besoin d'argent pour des choses, comme vous savez, simples, mais du papier pour écrire, pour faire de la toile pour faire des drapeaux, etc. Et bon, il y avait d'autres groupes. Ici, je peux vous montrer un de mes élèves de l'université des arts, oui, qu'ils ont fait un autre. Ce sont des étudiants et des profs qui ont fait un autre livre, oui, mais eux, ils l'offraient dans la rue et ils lisaient avec nous. Elle, oui, parce que là, il y a un peu, ce n'est pas seulement des femmes, oui.
tandis que dans Poetas por el derecho al aborto legal, ce sont des femmes. Bon, l'Université des Arts a eu une forte importance parce que beaucoup d'entre nous sommes profs de la carrière et l'art de l'écriture. Et donc, on a ouvert l'université pour que les jeunes puissent avoir... l'université, cette fac est très près de la place du Congrès. Et donc, on a ouvert les portes pour que les jeunes puissent dormir un peu parce que la veille a été... les veilles, parce que toutes les veilles ont été très longues. Oui. Donc, des toilettes, oui, faire un petit café, ce type de choses. Et donc, la deuxième, après, dans Député, et on a gagné, et on était très contentes, oui, on a fêté beaucoup, mais un mois ou 2 mois après, sénateur nous a déçus complètement. Et bon, mais on est forte, oui, on est habitué à perdre. Donc, on a continué à faire le trajet. Et disons, on a continué avec les lectures, et les photos, les activités. Et on a projeté une édition du livre fédéral. Oui, parce qu'en fait, on parle du congrès, de ce qui se passait à la place des 2 congrès, mais dans toute l'Argentine, dans toutes les places centrales, il y avait des marches, des lectures, des activités artistiques en vert, oui, pour la loi, pour que la loi puisse sortir finalement. Et donc, on a projeté une édition fédérale qui est maintenant gratuite pour tout le monde. Et elle est sortie finalement cette année, oui, juste avant de la votation. Et cette loi, disons, accepte, disons, la possibilité d'avoir un IVG jusqu'à la semaine 14, oui. Et on peut le faire dans des établissements publics ou des établissements privés. Et si le médecin est contre le choix de la personne qui veut passer par un IVG, et doit le passer vers un autre, l'IVG doit être fait de toute façon, mais le professionnel peut dire non, et c'est un autre professionnel qui doit le faire. Donc, si une personne veut le faire, privé ou public, elle a le droit de passer, de le faire. Et je ne sais pas. Donc, oui, je voulais merci Lucia pour cette histoire assez récente si on compare avec la Belgique. Mais c'est vrai que ça a été lent et surtout la votation au Sénat en 2018 a été très décevante pour tout le monde. oui. C'est pour cela que la dernière votation, ça a été une véritable réussite qui a retenti dans tous la presse internationale
comment vous étiez consciente du retentissement dans la presse internationale de cette votation en Argentine? Au début, non. Je crois que en 2018, non, mais c'est vraiment le moment où ce mouvement de femmes a, je crois, qu'il a un peu retenti, je ne sais pas si c'est bien, ou a eu un effet sur le Chili, l'Uruguay, la Bolivie et même le Mexique. Et donc, en 2020, ça a été, mais on savait qu'on allait gagner, et on était sûr. Et donc, on est contente que cela soit, la répercussion soit internationale. En fait, à partir de ce succès, il y a un poète pour l'avortement légal au Chili. Et donc, on est très contente et on travaille ensemble. Elle nous envoie, elle nous envoie du matériel, nous faisons la même chose. Donc là, ce sont des vidéos, des lectures en vidéo, et des expériences. Et on est très contente et on doit continuer. Oui, donc oui, c'est international, là, mais je crois que la lutte doit continuer parce que c'est pas seulement l'avortement. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas très bien ici en Argentine et elles doivent être donc. Tu penses au fémicide? Tu penses au fémicide, par exemple, peux-tu expliquer un peu comment ça se passe du côté des féminicides? C'est un peu partout, mais spécifiquement en Argentine. Bon, une femme qui subit une situation de violence pourrait faire la plainte, poser la plainte à la police ici ou à la justice. Donc la police, la justice, on va premièrement à la police. Mais la réalité, c'est que bien des fois, la police dit, bon, ça va, c'est ton mari, il était, je sais pas, il a beaucoup bu, laisse-le. Donc, ils sont un peu complices. Et donc, ils ne font pas la dénonciation, disons. La plainte n'est pas notée. Je ne sais pas comment le dire, je n'ai pas le vocabulaire spécifique. Et bon, mais si tu le fais beaucoup de fois, tu peux, disons, ça marche, oui. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses pour aider les femmes dans ces situations. Et elles peuvent avoir un dispositif pour se protéger, par exemple, qui appelle directement la police, comme une sorte de bouton de panique, oui. Mais bon, il y a eu un cas récemment la femme avait porté plainte 17 fois et puis après, elle a été assassinée par son fiancé et d'autres anciens fiancés. Et il y a eu d'autres cas dans le sud du pays. Il y a des cas tout le temps, oui, tout le temps.
Et je n'ai vous pas le comptez numéro. militer, et vous comptez continuer le militantisme contre les féminicides? Enfin, qu'est-ce que vous envisagez comme suite de votre militantisme? Bon, d'une part, on doit, on doit être alerte pour que la loi soit bien, fonctionne bien parce qu'elle vient d'être votée en décembre. Donc, il faut qu'il y ait misoprostol, qui est le médicament qui permet l'IVG de plus simple. Oui, mais il y a d'autres situations qui peuvent je ne sais pas, par exemple, en parlant, comme je parlais avant, les professionnels peuvent se nier, comment ça va se passer. Donc, on n'a pas fini au sujet de l'avortement. Et, vraiment, on commence à noter, disons, à prendre note de toutes les situations de violence dont je parlais. Et même des fois, parmi nous, il y a des femmes qui sont dans cette situation, des poètes qui sont dans cette situation ou qui ont des problèmes de violence. Et, pas tellement de violence, mais par exemple des situations d'illégalité par rapport, illégalité, non, de injustice, injustice par rapport au droit pour ces enfants, ces situations où le père des enfants disparaît et n'aide pas à ses enfants. Bien, et donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. On est beaucoup, oui, vous avez vu qu'on est 200 poètes. Il y a de tous les âges, oui. Donc, on s'organise. Il y a des moments où il y a plus de femmes qui participent et des moments non, c'est comme une chose un peu, mais qui fonctionne. Et maintenant, on est en train de noter, de prendre note et de faire des dénonces dans les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas se réunir vraiment. Et sur ces sujets qui commencent à apparaître, qui commencent à apparaître pour nous, oui, mais qui étaient présents depuis toujours, oui. Et il y a beaucoup de littérature aussi sur la violence et disons, du côté des hommes et du côté des femmes, des écrivains et des écrivaines. Et il y a eu des groupes, l'un des groupes s'appelle Sangria et il travaille, le but de ce groupe, c'est de dénoncer toutes les situations de violence contre les femmes dans les milieux de la littérature et de l'édition en Argentine, par exemple. Oui, mais c'est un sous-groupe des poètes. Merci, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, pour ma part, je te félicite, je vous félicite. Il y a tellement il y a aussi de témoignages saisissants dans les poèmes. Et je sais, après, on va te demander de lire ton poème, le poème qui est inclus dans le livre. Mais je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette loi en Argentine. Je ne sais pas si quelqu'un... Christine a levé la main. Oui. Christine? Voilà, je cherchais, il faut toujours un moment avant que le curseur retrouve le micro. Oui, c'est vraiment très stimulant ce témoignage sur votre mobilisation partout en Argentine. Donc, disais-tu, Lucia,
Et je suppose que pour le moment, il n'y a plus possibilité de ces rassemblements physiques ou, enfin, donc j'avais cette question-là. Est-ce qu'il y a encore des rassemblements sur des places? Et alors, l'autre question, c'est, enfin, l'autre aspect que je trouve remarquable, c'est la place de la poésie. Est-ce que, est-ce que c'est caractéristique de l'Argentine ou de l'Amérique latine? Euh, et, euh, et effectivement, je me réjouis d'entendre le poème. Voilà. Merci. Bon, première chose, les rassemblements ne sont pas encore, ils sont permis, oui, mais disons, ils ne sont pas recommandables. Et comme je disais avant, il y a beaucoup de poètes qui sont âgés, qui ont plus de 60 ans. Donc, on préfère ne pas les voir, oui, parce que jusqu'à que la vaccine soit euh, euh, repartie ou elle soit ici pour tout le monde. Et, et, mais pourtant, et en novembre et en décembre, quand la loi a été votée, et nous sommes sortis et nous avons pris les rues encore une fois et pour que et on n'oublie pas qu'on était là et qu'on voulait la loi. Oui, que la loi est nécessaire parce qu'il y a un autre groupe qui a, ce n'est pas, il n'y a pas, j'ai pas trouvé des poètes, mais qui ont un petit foulard bleu ciel, qui sont contre l'avortement, et puis ils occupent ou elles occupent l'autre partie de la place, oui, de la place du Congrès, des deux congrès. Et donc, il fallait que ces jours-là, les rues soient vertes au lieu de bleu ciel. Donc, on est sorti quand même avec comment se dice, barbijos, avec les, Masque. les masques. Oui. Et la question de la place de la poésie, il y a eu non, toujours, c'est un lieu un peu rebelle, un peu périphérique dans la littérature, et à l'université, oui, et c'est surtout la, les récits, les contes oui, qui fonctionnent le mieux et la poésie reste un peu de côté. Donc, on a un peu plus d'espace pour jouer. Et, mais ce qui a eu cet effet aussi, je crois que c'est que les jeunes ont fait, et je ne sais pas si en Belgique ça passe ça arrive, mais j'imagine que oui, il y a le rap et les jeunes se rencontrent et font des improvisations. Donc tout cela est lié à la poésie. Et depuis quelques années, peut-être 2010-2012, et la poésie a pris une certaine force, et surtout ici à Buenos Aires, dans d'autres lieux aussi, où il y avait beaucoup de lectures de poésie, un peu comme dans les années 90 à Buenos Aires, et des cafés, des bars, des centres culturels qui avaient cette place. Et, et donc, je pense que c'est pour cela qu'elle a pris cette force. Et il y a aussi un groupe de féministes qui sont, je ne me rappelle pas maintenant comment elles s'appellent, je devrais regarder dans le portable, sur le portable, et qui sont surtout des
des écrivaines, oui, de romans. Elsa Ducaro, peut-être que tu la connais. Cecilia Sperling, Gloria Peirano, qui sont, qui constituent un groupe aussi de, de féministes qui sont pour, qui cherchent à lutter contre les réalités difficiles, comme avoir une loi pour, pour avorter ou tout ce qui se passe au sujet des féminicides. Et oui, j'allais justement te poser la question par rapport à la culture populaire, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a la cumbia, il y a le rap, il y a las murgas, il y a toute une série d'expressions artistiques populaires qui ont participé à ces mouvements pour la loi de l'avortement. Oui, je crois que c'est vraiment démocratique. Le groupe Poetas por el Derecho al Aborto Legal, peut-être dans d'autres groupes, c'est pas tellement comme ça, parce que vraiment, ce qui se passait dans la place était pris et reconsidéré pour faire partie des livres ou de notre identité. Oui, comme, je ne sais pas, il y a oui, le rap, la cumbia, elle dansait, elle chantait, elle improvisait. Et on a travaillé comme un collectif et on a écrit des poèmes sur Google Drive pour les faire passer dans une radio dans, je sais pas, dans 8 heures pour faire un poème collectif. Et donc, tout est un peu mélangé, mais justement, c'est ce qui se passe. On est des femmes et on a besoin, pas des femmes, parce qu'il y a un peu, je dirais, des corps qui peuvent porter des enfants. Et on a besoin de cette loi parce qu'en fait, ce qui arrivait, c'était que les avortements se passaient, de manière illégale, dangereuse, mortelle. Donc, il fallait cette lutte était nécessaire. Et on avait disons, la phrase de la campagne que nous avons prise, c'est éducation sexuelle pour décider, anticonception pour ne pas avorter et IVG pour ne pas mourir. Oui, donc ces trois choses. Et maintenant, disons, on a les féminicides, mais on a tout le travail d'éducation sexuelle et d'anticonception. Oui, donc on ne finira jamais peut-être. Oui, parce que il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci, Lucia. De rien, plaisir. Tu veux lire, on peut l'écouter lire le poème? Tu veux lire le poème? Oui, je peux lire ce En poème. espagnol? D'accord. Ou sinon, je peux lire un poème qu'on l'a appelé le poème collage, qui est fait Oui. avec tous le travail, un des travaux qu'on a fait ensemble. Oui, parfait. Donc, je lis le poème collage. Somos territorio en disputa. No hace falta desvestirse, recostarse basta. Un deseo late, ahí donde dicen que debe estar el miedo. Universo soy, nada menos.
¿Qué hiciste con las chicas que no lloran ni llenan tazas de porcelana con labios? Imágenes que tengo en la cabeza y no me puedo borrar. Amanece y el horizonte se abre como el filo de un cuchillo. El punto es ahí. Camino por mí a los 19 sola, ese consultorio oscuro de barraca. Marcho y marchamos. Dicen que curan caries a la vista de otros. Eso dice el cartel. No necesito tu aval para enojarme o no coincidir 100% con el mundo. Un río de sangre fluye dentro de mí, me inunda. ¿Qué voy a hacer con todo esto que rebalsa? Un pozo, en el fondo un pozo, a tu derecha un pozo. Corre, venada, con tus deseos y tus no deseos. ¿Y ustedes se están escuchando? ¿Pueden oír los tambores? Queremos el derecho a decidir cuando el cuerpo decide, más allá de su saber, de la ciencia de sí. Es como un dique de defensa contra el oleaje. Después de una tormenta, queda rota. Y el cuerpo, ¿cuándo se pierde el amor? ¿Es el mismo cuerpo? Tejerina me tejieran una trampa en la que he entrado, yo he visto cómo he sufrido y ahora toda la culpa del villano en mí la llevo en mí. El pez, el símbolo secreto del poder. El ojo, fuera de mí, fuera. Yo no soy basura, yo no como basura, yo vuelo. Mi mujer, mis putas. ¿No entendés que somos todas a la vez las categorías? Vos me peyorás cuando decís que ya me conocés. Tus ojos quedan lejos, neblina, el tiempo, bisturí. Me gusta tener la casa limpia, hacer una rica comida, educar a mis hijos como chicos de la calle. Mamá se nace. ¿Y cuál es tu hijo preferido? Realiza su primer aborto clandestino. Aquí dejo mi historia para que otra se la lleve. Una de nosotras dirá si el amor tiene condiciones de producción. Este grito no es nuevo. Y entonces, ¿qué es no tener si lo que hago es perder y perder y perder y perder? El destello de los verdes que avisoran un pasado de vegetación. ¿Quién dijo que el grito de la revolución no debe ser un grito orgásmico? Porque somos un cuerpo, dentro de otro cuerpo, dentro de otro cuerpo. Nos hacemos gritos. Clandestinidad nunca más. Esa noche la luna será lo único sobre nosotras. Gracias, gracias. Merci. Gracias. No, c'est l'équipe. Merci beaucoup. Je voulais, donc comme il y en a, il y a certaines personnes ici qui ne comprennent pas l'espagnol. Est-ce qu'il est possible d'en donner une idée de ce que dit le poème, pas en produire une traduction comme ça au pied levé, hein, mais Donc le poème a été réalisé à partir des morceaux des poèmes qui sont dans le premier livre. Oui, c'est pour ça que c'est un poème collage. Oui, oui. Oui. Et je peux lire quelques des fragments en français. Et je commence. Nous sommes un territoire en dispute et il ne faut pas se déshabiller, il faut seulement reposarse. S'allonger, s'allonger. Il ne faut pas se déshabiller, il faut seulement s'allonger. Je suis l'univers
et pas moins que ça. Qu'est-ce que tu as fait avec les filles qui ne pleurent pas, ni emplissent les tasses de porcelaine avec leurs lèvres? Image que j'ai dans la tête et que je ne peux pas effacer. C'est très difficile de faire de la traduction à vue d'un poème. En tout cas, si tu peux nous passer la traduction vers le français, on peut la distribuer ou la faire circuler si tu es d'accord. Oui. Hein? Mais une bon, traduction de ces poèmes ou d'autres poèmes que tu diras du recueil. Oui. Dans ces poèmes, il y a aussi un autre sujet qui apparaît, qui est apparu fréquemment dans les manifs sur ce droit, c'est la demande de séparer l'État et de la religion. Oui, j'ai écouté que tout était très mêlé en Belgique et le parti chrétien était très fort. Ici, on ne l'appelle pas le parti chrétien, mais il est là quand même. et donc, c'est une des volontés de la campagne et des poètes pour le droit à l'avortement légal que cette séparation existe. Oui, pour de vrai. Oui, parce qu'il faut rappeler que la religion, le catholicisme est la religion d'État. Oui. Donc, il n'y a pas séparation entre l'Église et l'État. Oui. Et il y a un poids très fort au moment de voter les lois de l'Église. De l'Église catholique et les autres chrétiennes en général. Bon. Oui, et comme vous venez de le voir dans le résumé de la situation en Belgique, même si les partis catholiques ne sont plus dominants, ils ont encore suffisamment d'influence pour bloquer des développements. Hein. Et l'influence de l'Église catholique se fait sentir dans l'enseignement, enfin dans différents domaines. En tout cas, et je suppose que c'est le cas en Argentine également, peut-être davantage. Oui, je sais. Je ne veux pas comparer, mais il est très, très, très fort. Très forte cette influence. Et dans l'éducation, elle est impressionnante, l'influence. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi avec des foulards bleu clair, bleu ciel? Je veux dire, il y avait ce mouvement du foulard vert, mais il y avait aussi Oui, oui, c'était très fort. Et même dans une classe, vraiment, ça dépend des milieux, mais à l'école secondaire, on le voyait parce que tout le monde portait le foulard correspondant à sa vision. Et là, c'était très, très évident, surtout dans les adolescents, on le voyait très clair. Et bien sûr, les garçons, les garçons, ils ont tous et toutes les adolescents et adolescentes participaient dans cette, disons, cette confrontation. En fait. Confrontation. Il y avait des débats dans la télé, dans les émissions de télé, toujours les deux voix devaient être présentes. Et finalement, la place a été divisée. Oui, la place a été divisée en deux parties. Et il faut dire aussi que
Et l'autre mouvement, le mouvement bleu ciel, contre cette loi, et traverse aussi toutes les classes sociales. Oui, ce n'est pas que il y a, je sais pas, l'élite considère qu'il ne faut pas avorter, et un autre groupe. C'est impressionnant l'extension, je sais pas, qu'elle occupe les différentes classes sociales. Des fois, j'étais vraiment surprise des personnes qui étaient contre la loi. Oui. Bon, notre Cristina Kirchner, ancienne présidente et vice-présidente actuelle, premièrement, était contre la loi. Et finalement, les forces vives de son parti finalement l'ont convaincu que c'est mieux la loi, que les avortements existaient quand même. C'est mieux pour la santé publique, en fait. Hein? Et c'est ça, justement, c'est plus économique. Oui, ben oui. Et en fait, la loi inclut tout le monde. Oui, si on ne veut pas avorter, on n'utilise pas ce droit et ça y est. Ben. Donc, des fois, c'est un problème d'éducation. Donc, on revient à l'idée de l'éducation sexuelle. Oui. Et dans les autres pays d'Amérique latine, la situation en est où? Bon, au Chili, il y a une IVG en cas de viol, oui, et en cas de problème de santé, mais il ne se pratique vraiment pas. C'est pour cela que on commence à s'organiser pour envoyer les projets et pour pouvoir avoir un IVG. À l'Uruguay, au Uruguay, juste à côté, et à partir de 2018, fin 2018 au 2019, je ne me rappelle pas exactement la date, et ils ont une loi qui permet l'IVG à les personnes résidentes dans le territoire. Il faut vivre là-bas. Donc, ce n'était pas le voyage en Suisse des années 70 en France. Oui, pour faire l'IVG, on pouvait pas faire ça. Et dans les autres pays, dans quelques pays, il n'y a même pas l'IVG en cas de viol. Au Mexique, vraiment, c'est compliqué, il n'y a pas de loi. Et donc, là, je ne sais pas tellement tous les pays, comment ça marche dans tous les pays, je ne sais pas. Merci. Valérie, oui. Merci Christine et merci pour cette présentation que j'ai vraiment trouvée très, très intéressante. Je voulais savoir si le pape, étant argentin, avait osé intervenir à un moment du débat. Non, je crois que le pape, de manière ouverte, oui,
est contre les avortements, mais il se considère pape, donc il a laissé d'être presque argentin pour, disons, pour faire des interventions de manière publique. Il y a eu, je crois que des publications de l'Église argentine, mais pas directement du pape. Tout le monde sait que le pape a parlé avec quelqu'un pour dire qu'on était malade de faire ça, mais on n'a pas eu des déclarations publiques. Et il n'a pas fait de déclaration directe d'aucune loi argentine. Même s'il a reçu beaucoup de personnes argentines. Mais je suppose qu'il y a eu des déclarations d'évêques. Oui, ça, bien sûr. Oui, beaucoup de déclarations, mais pas, disons, de pas le vicaire du Christ, quoi. Il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Gabi Viada nous a rappelé qu'il y avait déjà 50 féminicides en Argentine cette année, donc qui vient à peine de commencer, sur à peine plus de 2 mois. Hein, et un transféminicide, féminicide, oui. Et d'ailleurs, les chiffres à l'échelle mondiale sont vraiment effrayants. Hein, le nombre de femmes tuées tous les jours. Et oui. Donc c'est pas seulement, c'est vraiment pas un problème limité à l'Argentine ou à l'Amérique latine. Ça se passe aussi bien en France, en Belgique, en Suisse. Et oui, est-ce qu'on doit se limiter justement à l'Amérique du Sud ou est-ce qu'on peut parler de l'Europe? Parce qu'en Europe aussi, il y a des... oui. Tu as la Pologne. Il y a des développements ou des régressions récentes assez frappantes. Hein. Là, il y a un tableau dans le livre de Bérangère Marquez Pereira qui reprend les 28 pays, à ce moment-là, c'était encore 28, c'était encore avec le Royaume-Uni de l'Union européenne, avec le moment de la légalisation, enfin, de la légalisation, de la non-poursuite dans certaines conditions pour la pratique médicale et sûre d'une interruption volontaire de grossesse. Et il y a des pays qui sont il y a actuellement encore 2 pays où l'IVG est interdite, quelles que soient les circonstances, hein. La Pologne et Malte. Et alors d'autres pays de l'Est où il y a eu vraiment de l'Est ou des pays baltiques où c'est extrêmement limité comme droit. Et en fait, même quand le droit à l'IVG est reconnu,
officiellement, il est très rarement pratiqué. C'est une situation un peu paradoxale où il peut y avoir une loi qui dit que dans certaines conditions, une interruption de grossesse est autorisée, mais elle est rarement appliquée. Et alors en Hongrie, Oui, c'est ça que je voulais demander. en Hongrie, c'est interdit depuis 2012. Donc on a un peu partout des mouvements qui vont vers la légalisation. Et en Hongrie, on a et en Pologne aussi d'ailleurs, hein, ce sont des régressions spectaculaires, quoi. Oui. C'est Je ne fou. savais pas ça. Mais... Pardon? Non, je ne savais pas ça, mais j'ai de la famille qui habite en Hongrie et très jeunes, elles ont des enfants et j'étais surprise. Et moi, je suis une mère j'ai eu des enfants très jeunes, mais j'étais surprise de l'âge des personnes qui avaient eu des enfants en Hongrie et c'est peut-être ça, cette loi. Oui, oui. 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 En revanche, le Danemark, c'est vraiment le pays avec les Pays-Bas qui semble le plus avancé du côté de la reconnaissance du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et alors, là, un autre élément qui est repris dans ce tableau, c'est le coût. Donc, combien ça coûte pour la femme qui demande une interruption de grossesse. Et dans beaucoup de pays, c'est gratuit ou c'est remboursé. Mais alors, c'est remboursé, dans certains pays, c'est remboursé sans condition, ou c'est gratuit sans condition. Et dans d'autres, c'est uniquement remboursé pour les résidentes du pays. C'est un peu comme ce que tu disais pour l'Uruguay. Hein? Donc, ce sont les résidentes uruguayennes qui ont accès à cette interruption légale. Et alors là, c'est dans ce livre, elle contraste le droit à la citoyenneté qui est lié à la résidence et la liberté des femmes de disposer de leur corps qui est un droit humain. Donc elle parle de droit inclusif dans le cas des droits humains. Donc c'est tout le monde, ça concerne toutes les femmes, qu'elles soient sans papier ou avec papier, d'origine bulgare ou de souche belge, alors que le droit lié à la citoyenneté, lui, est exclusif justement de migrantes. Ici, à partir de la loi, l'IVG est gratuit ou remboursé. Et là, nous, disons historiquement, nous avons, en général, dans les hôpitaux publics, nous acceptons tous les malades, oui. Et au-delà de leur nationalité et tout cela. Mais je ne sais pas comment est le détail dans ce cas-là. Oui. Et toujours, ça dépend un peu de la ville. Ah oui. Il y a Martine qui voulait poser une question. Oui, en fait, je voulais, c'est pas vraiment une question, mais
Je voulais dire que en Belgique, dans la lutte pour le droit à l'avortement, on n'a eu pas une poète, mais une écrivaine quand même, Nicole Malinconi, qui a écrit Hôpital Silence. Elle travaillait avec le docteur Peirce à la clinique de Namur et elle a écrit un très beau texte. Alors, je ne sais pas si c'est sur les femmes qui doivent se taire quand elles avortent dans la clandestinité. C'est un texte qui est très percutant. Il a eu l'aval de Marguerite Duras qui en a fait la préface. Et donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ce texte ait eu un impact sur l'avancement de la loi, mais en tout cas, ça a marqué quand même ce moment fort en Belgique autour du docteur Peirce. Enfin, pour moi, elle est associée au nom du docteur Peirce, Nicole Malinconi. C'est, me semble-t-il, sa première production littéraire qui a eu une reconnaissance en Belgique, et c'est sur l'avortement, enfin, en partie, surtout sur l'avortement, en tout cas en filigrane dans le livre. Alors moi, je vous parle de l'Espagne parce que je suis de l'université de Cadix et donc j'étais un peu regarder la question de l'avortement en Espagne et effectivement, il faut continuellement rester vigilant parce qu'en Espagne, on a eu un fameux retour en arrière en 2015 par le fait que la loi avait bien avancé et autorisé le droit à l'avortement dans toutes ses dimensions et puis en 2015, la droite qui a toujours été contre a réussi à compliquer les choses. Elle n'a pas pu aller plus loin que ça, mais quand même, elle a obtenu l'exigence de l'accord parental pour les mineurs. Donc ça, c'est un problème parce qu'il y a 400 filles par an qui ne peuvent pas avoir leur accord parental, enfin dans les statistiques qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, en 2020, apparemment, le gouvernement de Pedro Sánchez est soucieux de nouveau arriver à modifier cette loi pour enlever cette obligation de passer par l'accord parental pour avorter pour les mineurs. Voilà, je voulais juste apporter ça. C'est quelque chose que je viens de glaner sur Internet. Hein. Je n'étais pas vraiment au courant. Je sais que l'avortement est légal. Et je suis venue à La Réunion parce que hier, je parlais justement de la question de l'avortement avec une collègue. Elle, peu après le franquisme, a dû aller se faire avorter à Londres. Donc, on parle des années 80 en Espagne. Et moi-même, moi, j'ai avorté au Mexique quand j'avais 22 ans. Et c'était illégal, mais j'étais absolument, enfin, soutenue. Le corps médical était formidable. C'était illégal, mais j'ai eu l'impression d'avoir une extrême facilité à pouvoir avorter en payant 100 $. Et par contre, quand je suis revenue vivre en Espagne dans les années 90, j'ai accompagné une collègue vers 93 à avorter et c'était, comme j'avais l'expérience du Mexique, qui était tellement respectueuse de moi, dans tous les sens. Enfin, on ne m'a pas posé de questions, on a dit oui, on m'a vraiment, je ne sais pas, respecté dans le sens que j'ai une anesthésie générale. Enfin, je ne vais pas parler de moi, mais en Espagne, 5-6 ans après, c'était toujours des conditions très, très dures. C'était illégal aussi, mais plutôt cruel, quoi. On ne prenait pas soin de la personne et puis on faisait sans anesthésie et en passant le sac poubelle devant ses yeux. Enfin, c'était vraiment des conditions très pas humaines. Donc voilà, je crois que c'est maintenant tout à fait différent et que la société a beaucoup évolué ici. Voilà. Est-ce que vous savez s'il y a des centres de planning familial en Espagne? Donc pour aider, pour accompagner la contraception en même temps que éventuellement pour proposer des interruptions de grossesse? C'est pas des plannings familiaux, c'est des centres d'accueil de la femme. C'est plutôt oui. Dans chaque ville, il y a un centro de la mujer. Je suppose que là, il y a un accueil psychologique et tout. Mais je ne suis pas vraiment au courant, en fait. Comme c'est légal, je pense qu'aujourd'hui, simplement en allant à la sécurité sociale pour avorter, ça se fait. Je pense, hein. Oui. Je ne suis pas plus au courant que ça. C'est parce que je pense que ces centres de planning familial, ont toujours en Belgique en tout cas, ont toujours vraiment une très grande utilité du point de vue de l'éducation sexuelle, de l'éducation à la contraception, voilà, c'est surtout, je dirais, pour des jeunes
qui vont hésiter à aller voir, à aller trouver un gynécologue. ou une Mais ça, gynécologue. j'ai l'impression que c'est une particularité vraiment belge, les plannings familiaux. Ah oui. Non, j'ai pas entendu parler de ça ici. Ce qu'il y a, c'est des associations de femmes, des associations pour trans, où on est bien informé de tout ce qu'il faut faire pour avancer, pour connaître ses droits, pour avoir accès à des médecins qu'on recommande, etc. Mais des plannings familiaux, non. C'est vrai que c'est utile. Et je peux vous interrompre un peu parce que ici en Belgique, il est 21 heures. Mais en Argentine, c'est encore un horaire pour travailler, pour donner Ah des oui. cours, etc., etc. Et je me demande si notre invité n'a pas de cours après ou, enfin, parce que pour nous, c'est la fin, c'est la soirée, mais pour eux, c'est différent. C'est Oui, juste absolument. au Oui. milieu de l'après-midi. Donc, Lucia, si tu as vraiment d'autres obligations, on te remercie de ta participation à ce débat pour nous raconter l'expérience argentine, en tout cas, l'expérience des poètes en plus. Oui. Oui, d'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, je peux partir pour et traduire. Non, non, c'est pas on veut pas que tu partes. La question, c'est que peut-être tu avais prévu d'autres activités parce que je t'avais dit que, bon, enfin, ça allait durer, Oui. durer 1 heure Oui, tout au plus. j'ai quelques minutes encore et après, oui, je dois préparer un examen. Ouais, d'accord. D'accord. Mais ça va. Merci beaucoup en tout cas hein, pour ce témoignage. Est-ce que d'autres participantes argentines ont peut-être d'autres avis à ajouter? Tu peux montrer le foulard vert pour qu'on puisse Oui, voir? oui. Je l'enlève parce que Oui. donc c'est Ah le oui, dessin qu'on a fait de poètes et après en haut vous avez campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Et ici, vous avez éducation sexuelle en cercle. En cercle. Et on dit là ce que je vous disais avant, éducation sexuelle pour décider, anticonception pour ne pas avorter et avortement légal pour ne pas mourir. Ah oui. Nous, on a une tradition avec les foulards, oui, parce que les mères et les grands-mères de Plaza de Mayo portent un foulard blanc. Donc, on a une histoire avec ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup débattu de comment on allait faire. Ah oui. Donc, je le montre. Merci. 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 Gaby, tu allais dire quelque chose? Tu allais dire? Non, non, j'allais remercier seulement. Elle aussi elle a son foulard derrière elle. Oui, tout le temps. Il faut le mettre devant. Ah oui, voilà. C'est pas pour aujourd'hui, c'est tout le temps. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben voilà, en Argentine, mais aussi en Belgique, ben, la lutte continue hein, dans toutes les langues. Oui. Merci, on peut se quitter et nous retrouver à... N'oublions pas la journée de
travailleurs de la santé le 7 avril, qui est international. Et ici à Attaque-Liège, nous la préparons en partie par une rencontre le 24 mars avec le docteur Pierre Drimsma, qui est président de la Fédération des maisons médicales, et un petit groupe qui s'est formé il y a un mois ou deux, oui, il y a deux mois, sur justement la façon de s'organiser, d'organiser les luttes, et particulièrement dans le secteur de la santé. Et pour le reste, vous suivez le site d'Attaque-Liège et vous verrez tout ce qui se passe. Et on espère bientôt se retrouver pour de vrai, mais si c'était pour de vrai, nous n'aurions pas pu avoir le témoignage de Lucia et la présence d'autres camarades argentines. Encore que, on peut toujours organiser des vidéoconférences, même quand on est dans la même salle, on met un grand écran et le tour est joué. Voilà. Ouais. Bien, merci beaucoup.